Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire le lien entre ce que l'on attend d'une installation photovoltaïque et le type d'équipement qui correspondent à cette attente. La question de la vidéo peut sembler superflue, mais les panneaux photovoltaïques, c'est un peu comme un cerisier. La plupart des gens s'attendent à récolter des cerises sucrées et bien juteuses. Mais parfois, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous pouvez acheter des panneaux solaires et voir ensuite combien ils produisent. Vous pouvez aussi d'abord vous demander combien de panneaux faudrait-il acheter pour les rentabiliser et surtout en combien de temps. C'est un peu comme un cerisier. Vous en plantez un et vous espérez profiter de fruits sucrés et juteux, en abondance, le moment de la récolte venu. Vous aimez tellement ça que vous les mettriez même en bocaux pour en manger l'hiver. Oui, c'est tout à fait ça. Sauf, sauf si les oiseaux aiment aussi les cerises. Sauf si vous laissez les oiseaux manger vos cerises. S'ils sont nombreux même, peut-être qu'ils mangeront la plus grande partie, si vous ne faites rien. Contrairement à la plupart des vidéos parlant de photovoltaïque sur YouTube, je vais faire un long passage sur le retour sur investissement d'une installation photovoltaïque. La plupart des gens regardent combien ils vont débourser, mais quasiment personne ne regarde sérieusement le retour sur investissement. Pour ma part, je considère qu'il est vital d'avoir accès à l'électricité de manière sûre et dans une fourchette de prix qui ne risque pas d'échapper à mon contrôle. L'idéal est bien sûr de faire un investissement rentable, mais je le répète, avec l'électricité et l'énergie en général, il vaut mieux ne pas être trop dépendant de son fournisseur, car parfois il profite de sa position, disons, historique. Le prix des panneaux solaires et leur qualité sont devenus compétitifs, mais il existe deux grandes approches sur le marché pour exploiter ces panneaux et produire soi-même son électricité. Les systèmes à base de micro-onduleurs intégrés derrière les panneaux et les systèmes à onduleurs hybrides, dits centrales, en général déportés des panneaux. Commençons par le système à micro-onduleurs avec les kits plug and play à monter soi-même. Vous voyez à quoi ça ressemble, il suffit de disposer d'une grande terrasse ou d'un coin de jardin bien ensoleillé pour faire ses premiers pas dans le photovoltaïque. La grande force de ces kits, c'est qu'ils sont encore plus faciles à installer qu'un meuble à monter soi-même de la marque jaune et bleu. Une fois montés, il suffit de les brancher sur n'importe quelle prise de courant, éventuellement d'installer l'app de mesure, de production, et ça y est, c'est fini. Le seul petit détail, c'est qu'il est préférable d'avoir la fameuse prise à l'extérieur, donc résistante aux intempéries. Ceci étant réglé, vous produirez alors votre propre électricité dès qu'il y aura du soleil. La très grande majorité des gens savent ce qu'est le photovoltaïque et comprennent l'intérêt de l'énergie gratuite venant du soleil. La qualité de ces kits est tout à fait satisfaisante puisque les panneaux, comme les onduleurs, sont d'une technologie largement éprouvée. Ces kits ont donc tout pour plaire et les néophytes sont nombreux à les acheter avec la promesse d'un achat raisonnable, pérenne et rentable. Ces kits ont donc pas mal d'avantages, mais il s'agit d'un investissement nettement plus cher que si l'on achète séparément les éléments qui les composent. En effet, le plug and play s'adresse à ceux qui n'y connaissent rien dans la technique. On leur offre une solution clé en main et le plug and play est une valeur ajoutée importante qui donc comporte un surcoût certain. C'est comme se faire soi-même à manger ou bien aller au restaurant. Il y a une grosse différence de prix, mais c'est tellement cool de ne pas avoir à laver les casseroles et les assiettes. Mais revenons à nos panneaux. Pour ceux qui sont en location ou en appartement, il est possible de poser des panneaux de taille moyenne en terrasse, voire même sur son balcon, et de faire baisser sa facture. Le problème du dimensionnement ne se pose pas si vous disposez d'un balcon ou d'une petite terrasse. Vous êtes limité par la place. On vous expliquera que ce n'est pas un problème, car vous pourrez alors couvrir une bonne partie de votre talon de consommation, et que ça, c'est déjà bien. Je vous donne un exemple détaillé dans un instant. Le talon de consommation regroupe l'ensemble des consommations des appareils qui sont en service en permanence, comme une box Internet, une TV en veille, un réfrigérateur, etc.
Ces besoins sont en général faibles en journée, surtout s'il n'y a personne à la maison. Le retour sur investissement de ces panneaux est trop souvent calculé sur la valeur pécuniaire du courant produit par les panneaux. Très souvent, avec une petite installation, seul l'équivalent du talon du logement est consommé. Le reste s'échappe dans le réseau de distribution et se retrouve chez vos voisins. Beaucoup d'études semblent montrer que seulement 30% de la production est réellement consommée dans le logement, ce qui veut dire que 70% est injecté gratuitement dans le réseau. Je vais prendre l'exemple d'un des meilleurs kits solaires disponibles sur le marché français, composé d'un panneau à 405 watts crête et qui de plus produit recto verso. Tout d'abord, notons que l'onduleur choisi est un peu juste par rapport au panneau de 405 watts. Le panneau fournira 13,11 ampères à midi en plein été, mais le micro-onduleur ne peut tirer profit que de 12,5 ampères au maximum, ce qui fait environ 10% en moins. Un vrai électronicien aurait fait l'inverse, c'est-à-dire que l'onduleur devrait être légèrement surdimensionné par rapport à la puissance crête du panneau. Dans le cas de Sonology et des autres, on appelle cela une conception optimisée pour le coût plutôt qu'optimisée pour la performance. Il y a un autre truc qui cloche. La tension du panneau, qui correspond à sa puissance maximale, est donnée à 30,91 volts par le constructeur. Le micro-onduleur ne pourra donc pas travailler dans sa zone de rendement maximale, puisqu'elle ne commence qu'à partir de 34 volts. Là, c'est sûr, c'est bien le service commercial qui a conçu ce kit. Et dommage qu'il ait laissé l'étiquette 405 watts. C'est vraiment pas sérieux. Peu importe, je vais quand même utiliser la valeur de 405 watts pour le kit et je reprends la méthode de calcul utilisée par la très grande majorité des youtubeurs. Cette méthode consiste à convertir en euros l'électricité produite par un panneau sur un an. On se base sur le postulat communément admis qu'en France métropolitaine, une installation de 1000 watts crête produira quelques 1000 kWh par an. Moins dans le nord, plus à Marseille ou en Corse. Avec des tarifs 2023 à 20 centimes du kilowattheure, le calcul consiste à multiplier le prix du kilowattheure par la production annuelle en kilowattheure. Cela donne 200 € pour une installation à 1000 watts crête. La question qui suit est combien de panneaux ai-je intérêt à installer? La réponse logique, mais qui n'est jamais explicitement donnée, est autant que vous voulez, ou alors tant que vous avez de la place. En d'autres termes, comme c'est rentable, ne vous limitez pas à un seul panneau. Faisons un calcul concret avec les panneaux Sonology. Je vous laisse lire le détail pour 3 kits montés ensemble. On trouve que le retour sur investissement est d'un peu moins de 9 ans. Notez qu'à ce stade, je n'ai pas tenu compte de la consommation du logement ni des habitudes des occupants, ce qui est une erreur fondamentale. Mais revenons à ce calcul. Pour beaucoup d'investisseurs privés, 9 ans, c'est déjà un peu limite. Il faut alors s'assurer qu'on ne dépassera pas le budget à cause d'imprévus ou de réparations. En général, ils préfèrent des business qui rapportent plus vite et peut-être aussi un peu plus. Mais bon, a priori, on va dire que le risque est limité car les panneaux sont tout de même garantis 25 ans. Mais je crois que vous voudriez que je revienne sur l'erreur fondamentale dont je viens de parler. Il y aurait donc une petite erreur de raisonnement. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de la notion de talon de consommation dans le logement. Il s'agit de la consommation incompressible des appareils de votre logement qui fonctionnent sans votre intervention ou qui sont tout le temps en service. Je reprends la liste en bas, extraite de la page Sonology, avec l'éclairage, la box Internet, le frigo, etc. Première remarque, 100 kWh par an pour la lumière, c'est beaucoup pour un talon
et il serait facile de faire des économies en passant au LED, par exemple. Pour les autres appareils de la liste, je prendrai des valeurs un peu distinctes. Commençons par la consommation annuelle donnée par le constructeur du frigo combiné. Supposons qu'elle soit de 200 kWh. Il suffit de lire cette valeur sur votre frigo ou sur la documentation. Pour la box Internet, les chargeurs de smartphone et les appareils en veille comme la télévision ou l'imprimante, je choisis de prendre un total de 20 watts. Ça donne, en multipliant par le temps, 24 heures et 365 jours, 175 kWh par an. Avec le frigo en plus, cela donnera 375 kWh par an, soit environ un talon journalier légèrement au-dessus de 1 kWh. Ce qui donne en euros, toujours à 20 centimes du kilowattheure, environ 75 € par an. On a donc un talon de 75 € par an, ce qui n'est pas grand-chose comparé au prix d'un seul panneau. Et si on admet qu'il n'y a que 8 heures de lumière solaire par jour en moyenne, on comprend que l'on ne pourra compenser qu'un tiers du talon annuel. Si on admet en plus qu'il ne fait pas plein soleil tous les jours, on en déduit alors qu'on ne pourra compenser non pas un tiers, mais plutôt un quart, voire un cinquième, si ce n'est un sixième de ce talon. En réalité, si on ne fait rien de particulier, on ne pourra compenser au grand maximum qu'un quart de ce fameux talon. Pour le reste, comme la lessive, la cuisine, etc., si vous ne consommez pas pendant la cloche de production, votre production est simplement envoyée vers le réseau. Vous vous souvenez des oiseaux qui mangent vos cerises sucrées juteuses? Je vous invite donc à refaire le vrai calcul du retour sur investissement. Et rappelez-vous des 8,62 années de la diapo précédente. Petit indice, on dépasse facile les 25 ans. Mais vous vous consolerez en apprenant que vous participez pleinement à l'effort national de la France pour augmenter sa production d'énergie verte. Il y aurait donc un décalage entre la production et la consommation. Ce décalage se mesure en calculant les taux d'autoconsommation et les taux d'autoproduction. Toutes les vidéos qui ne parlent que de production, et il y en a des centaines, ne sont là que pour vous vanter les panneaux solaires, en particulier ceux des kits plug and play. Alors que faire? On peut alors se concentrer sur la lessive ou la cuisson du repas de midi, voire encore le lave-vaisselle, mais pour les adeptes du plug and play, cela devient vite une corvée que de centrer sa vie autour des périodes d'ensoleillement. Cela convient peut-être aux retraités, aux télétravailleurs et à celles et ceux qui restent à leur domicile. Essayez le week-end, mais franchement, ça ne va pas chercher bien loin en termes d'économie. Alors, au bout de 6 mois, on va se mettre à chercher une solution magique pour essayer d'augmenter sa consommation dans la journée. Une recherche sur Internet vous apprend que, peut-être, à condition d'avoir un chauffe-eau électrique, cette solution existe. Cela s'appellerait un routeur et il serait possible cette fois de faire de belles économies. Hélas, il faut encore investir un peu et s'éloigner du plug and play. On apprend ensuite que cela ne marche qu'avec les chauffe-eau basiques, qu'il faut en plus avoir une puissance de panneau suffisante pour alimenter correctement un chauffe-eau qui peut facilement demander 2000 watts pour son fonctionnement. Heureusement, vous finissez par tomber sur le routeur optimiseur de type Arson qui permet de contourner ce dernier problème. Et enfin, vous pourrez fièrement annoncer que vous consommez toute votre production photovoltaïque. Le routeur donc, est-ce la solution magique pour faire monter en flèche votre taux d'autoconsommation? Magique? Non. Il s'agit d'une bidouille qui permet de transférer tout surplus d'énergie photovoltaïque, aussi faible soit-il, vers un cumulus d'eau chaude sanitaire classique. J'ai bien dit classique, c'est-à-dire avec un thermostat électromécanique et une résistance chauffante. Même si un routeur est relativement simple à installer, on s'éloigne déjà un peu du pur plug and play.
et il faut parfois bricoler un peu le thermostat du chauffe-eau ou encore sa résistance. Mais il y a plusieurs types de routeurs et heureusement il existe une solution presque plug and play qui permet de transférer même de petits excédents de production. Un exemple bien connu des initiés en France est le routeur Arson, un produit français. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit schéma de fonctionnement de ce genre de routeur optimiseur. Prenons l'exemple d'un système photovoltaïque qui fournit 800 watts crête. Vers midi, le système compense le talon de la maison, soit 400 watts. Et il reste donc 400 watts de puissance disponible, ce qui en principe n'est pas assez pour un chauffe-eau qui consomme en général dans les 2000 watts. Le routeur va alors détecter cet excédent de 400 watts et alimenter d'une façon particulière le chauffe-eau. Le principe est voisin de celui d'un gradateur de lumière. La puissance ne sera transmise qu'au voisinage du point de passage à 0 volts de la tension de 230 volts issue du micro-onduleur. Ici, on dispose de 400 watts pour alimenter un chauffe-eau de 2000 watts, donc la puissance sera transmise entre plus et moins 20% de 230 volts, soit entre plus et moins 46 volts. Mais si on dispose de 3 kW crête sur le toit, on peut parfois utiliser un routeur plus rudimentaire qui s'apparente à un relais et qui va directement connecter le cumulus sur les onduleurs. Par exemple, s'il y a 2 kW photovoltaïque excédentaire et que la puissance du cumulus est elle aussi de 2 kW, le routeur relais branchera alors tout simplement le chauffe-eau en cas de surplus disponible. Mais attention, ce routeur simple fonctionnera trop souvent en été et pas assez souvent en hiver. Pour consommer sa production, toute sa production, il faut la consommer quand elle est disponible. C'est-à-dire que les jours d'ensoleillement, vous devrez vous organiser et lancer successivement une lessive, une vaisselle, la cuisson d'un gâteau, faire le repassage ou encore faire des travaux de bricolage. Être DJ électro, ça n'est pas pour tout le monde. La grande majorité des gens préfèrent lâcher prise et laisser leur production repartir dans le réseau. N'y aurait-il pas une astuce pour se dispenser d'être tout le temps à l'affût du soleil? Quelque chose qui capterait cette électricité automatiquement et sans effort? Il existe une autre façon de consommer tout son excédent photovoltaïque. Pour ceux qui connaissent, je veux parler du minage de monnaie numérique comme le Bitcoin. Pour faire très simple, le minage consiste à faire en permanence des calculs intenses pour la communauté des utilisateurs de crypto-monnaies. Ces calculs sont rémunérés. À chaque transaction, un blockchain est calculé sur un ou plusieurs ordinateurs de minage et celui qui fournit le résultat en premier est rémunéré. Comme ces ordinateurs consomment du courant en permanence, il est intéressant de profiter de l'électricité photovoltaïque pendant la journée pour maximiser ses profits. Mais peut-être que ces solutions ne vous disent rien. Alors, un jour, le fabricant de votre kit solaire annonce qu'il va sortir une batterie qui, cette fois, c'est promis, vous permettra de profiter la nuit de votre électricité et de ne rien renvoyer vers le réseau. Ces batteries s'intercalent entre les sorties du panneau et le micro-onduleur, ce qui veut dire que la puissance maximum en mode stocké sera celle d'un onduleur. Donc, inutile de dépasser 1 kWh de capacité. D'ailleurs, cela reviendrait plus cher que le kit lui-même et serait peut-être trop lourd à manipuler ou à suspendre derrière le panneau. Là encore, vous avez la liberté totale d'installer une batterie derrière chaque micro-onduleur. Ces batteries pourront avoir un facteur de forme semblable à celui d'un vélo électrique ou d'une trottinette moyenne, ou encore la moitié d'une Pilontech 2000. Par contre, le prix ramené au kilowattheure stocké sera lui aussi plug and play. Enfin, ces batteries ne pouvant être à couvert dans un abri, je suppose qu'elles seront étanches, que les conditions de température, hiver comme été, ne poseront pas de problème, puisqu'elles auront été étudiées pour.
Une alternative plus polyvalente est la batterie intelligente, aussi appelée station solaire, plutôt destinée aux camping-cars et qui offre le confort ultime de consommer son électricité à toute heure grâce à une batterie adaptée. Je vous montre ici un exemple bien connu, l'EcoFlow Delta 2. Ces batteries se rechargent de plusieurs façons, panneaux solaires, secteur 230 volts, prise allume-cigare 12 et 24 volts, et restitue également du 12-24 volts sur allume-cigare, du 5 volts par des prises USB, et bien sûr du 230 volts alternatif. On peut même mettre à la chaîne plusieurs de ces batteries sur certains modèles pour augmenter la durée de service, voire la puissance. Toutes ces solutions fonctionnent sur le plan technique et permettent même d'atteindre le confort qu'on attend d'une solution plug and play. Et bien que la question ne se pose pas toujours pour un camping-car, posez-vous la question s'il s'agit de votre logement. Où en est-on sur le plan du retour sur investissement? Quand on parle d'autoconsommation, il faut préciser si elle est simple, optimisée ou avec stockage. Cette notion est fondamentale sur le résultat en termes de confort, mais aussi de retour sur investissement. L'autoconsommation simple n'apporte pas vraiment de confort et ne sert qu'à enrichir les opérateurs en électricité, surtout ceux qui ne produisent rien. Et bien sûr, l'État, avec de la TVA sur un produit à coût nul. Et ça, c'est le top du top de la fiscalité. L'autoconsommation optimisée avec un routeur augmente probablement les chances d'être rentable, mais souvenez-vous, jamais avant 8-9 ans. Quant à l'autoconsommation avec stockage, elle permet de tendre vers une certaine autonomie, avec un confort réel, mais la rentabilité ne peut être atteinte que si vous réalisez vous-même votre installation et évitez le surcoût du plug and play. Néanmoins, si cette solution vous intéresse, je vous invite à visionner la vidéo de Julien. Le lien sera aussi à la fin de la vidéo. Vous verrez que ce n'est pas rentable en 2023. Tout au mieux peut-on espérer amortir une telle installation au bout de 20 ans. Enfin, l'autonomie totale permet de se débarrasser de l'abonnement, mais peut demander de réduire temporairement le confort certaines semaines d'hiver, à moins d'augmenter sensiblement sa puissance crête disponible, sa capacité de stockage, ou de faire appel à un groupe électrogène, voire un peu des trois. Sans oublier de réduire sa consommation électrique au strict minimum les jours de très faible ensoleillement, mais en hiver, rappelez-vous qu'un poêle à pellets ou une chaudière au gaz apporte un excellent confort. Pensez-y si vous en avez déjà un ou une avant de vous en débarrasser. Je n'avais pas prévu de parler des installations pour la revente d'électricité, mais au moment de finir cette vidéo, je me suis rappelé d'un article de la revue Que choisir, qui conclut que pour une installation posée en 2023, il est rentable de revendre son électricité. Il y a tellement de petits malins qui profitent de ces affirmations pour vendre tout et n'importe quoi, que je vous rappelle quelles sont les questions à se poser si c'est la voie que vous envisagez. En principe donc, vous n'aimez pas l'idée de stocker votre électricité et vous abandonnez l'idée de consommer toute votre électricité. Vous pouvez en revendre une partie en surdimensionnant votre installation afin de partager votre production entre consommation personnelle et revente du surplus. Si vous avez de la surface de toiture en trop même, vous pouvez y mettre une installation et un contrat spécial pour revendre 100% de votre production. Je partage ici un tableau extrait de la revue Que choisir, le numéro de mars 2023. L'article est assez complet et revient sur la rentabilité d'une installation destinée à revendre son électricité et donc quasiment toujours réalisée par une société dite reconnue garante de l'environnement. Le tableau compare la revente partielle et la revente totale. Cette dernière est plus rentable, notamment car le prix de rachat du kilowattheure est nettement plus élevé que lors de la revente partielle. À noter par contre qu'il n'y a pas de subvention par tranche de 500 watts crête installée,
dans le cas de revente totale. Prenez soin de bien comprendre ce genre de tableau car ils servent souvent d'argument de vente et ils sont trompeurs. Dans le cas de cet article, les exemples de revente totale semblent faciles à vérifier. En revanche, pour la revente de surplus, on ne sait pas quelle est la consommation propre du logement et la partie revendue, qui sont intégrées dans le calcul de la vente de surplus. Je veux dire par là qu'il est évident que 30% et 70% ne donneront pas du tout la même chose que 70% et 30%. Impossible donc de tirer une conclusion formelle, même si a priori on va faire confiance à Que Choisir et cela devrait aussi rester rentable. Néanmoins, j'insiste, ne signez jamais si vous n'avez pas les détails de ces calculs. D'autre part, quand on signe un contrat pour 20 ans, il vaut mieux, à mon avis, qu'il tienne compte de l'inflation, c'est-à-dire que les prix de rachat devront évoluer en fonction des tarifs de vente d'EDF. Et si vous n'aimez pas les contrats bloqués sur 20 ans, vous pouvez vous tourner vers les batteries virtuelles, je vais y revenir. Pour mettre en perspective les différences entre les solutions visant l'autoconsommation stockée, voici quelques graphiques relatifs à la production photovoltaïque en France métropolitaine. Voici deux cas concernant le sud et le nord de la France. On peut obtenir ce genre de graphique grâce à un outil en ligne, le PVGIS. Supposons que nous parlons d'une installation de 1000 watts-crête. On peut s'attendre de manière empirique à une production annuelle de 1000 kWh environ. On voit que pour la région nord, la production ne sera que de 15,3 kWh en décembre, ce qui fait environ 1,5 kWh par jour. Cela ne couvre probablement pas le talent du logement. Dans notre exemple précédemment, nous étions parvenus à une valeur nécessaire de un peu plus de 1 kWh par jour. Par contre, nous disposerons de 4,35 kWh par jour en juin et en juillet, ce qui est très confortable. Si on compare le nord et le sud, on remarque que le rapport d'énergie produite entre décembre et juillet varie de environ 5 à environ 9, ce qui dans ce dernier cas augmente le besoin de stockage ou de puissance pour passer l'hiver. Amusez-vous à faire ce calcul avec 3 kW-crête installés, une valeur à laquelle se limitent souvent les installateurs pour des raisons fiscales si vous revendez votre électricité. Si vous connaissez le principe de Pareto, amusez-vous aussi à calculer sur combien de mois reçoit-on 20% de l'énergie photovoltaïque annuelle et donc les 80% restants. Cela vous permettra de mieux comprendre le point suivant. On remarque qu'on a le même problème d'ensoleillement sur l'année que pendant la journée. Et s'il est possible de stocker l'énergie en journée pour la consommer le soir, il n'est pas encore possible de la stocker en été pour la consommer en hiver. L'énergie photovoltaïque est abondante en été, mais elle est rare donc à consommer avec parcimonie en hiver. Une parade consiste à conserver un système à combustible, notamment pour l'eau chaude ou le chauffage. Si on opte pour un système photovoltaïque surdimensionné, une moitié des panneaux peut être désactivée l'été, mais connectée en parallèle l'hiver, ce qui aura pour effet de booster le courant, donc la puissance. Il y a donc un autre cycle, bien plus long sur l'année, contre lequel une batterie ne peut pas grand-chose. Il n'est en effet pas encore concevable d'installer une batterie qui stockerait l'énergie de l'été pour la restituer pendant l'hiver. C'est pourquoi je pense que se débarrasser complètement des énergies fossiles est un peu prématuré. En effet, la quantité d'énergie reçue en France pendant le mois de juillet est environ 6 à 7 fois supérieure à celle de décembre. Mais dimensionner son installation pour l'hiver suppose donc de voir sa production multipliée par 6 ou 7 en moyenne pour l'été. Dans mon exemple sur le Pas-de-Calais, on va même prendre un facteur de x9 et partir sur une production journalière nécessaire de 2 kWh en hiver. Vous verrez qu'il faut environ 4 kW-crête installés, ce qui donnera des moyennes de 2 kWh par jour en hiver, mais de 18 kWh par jour en été. Dans l'absolu, 2 kWh par jour en hiver,
ça peut déjà être un challenge pour un foyer, surtout s'il ne fait pas appel au réseau de distribution, à une pompe à chaleur ou encore aux énergies fossiles pour le chauffage ou l'eau chaude. Évidemment, le problème sera beaucoup moins tendu à Marseille ou en Corse. La différence des besoins entre l'hiver et l'été est donc le plus gros obstacle à l'autonomie totale en photovoltaïque. Mais si vous pouvez garder votre compteur et votre abonnement, certains opérateurs proposent un service virtuel de stockage de kilowattheures, en reprenant votre surplus non seulement le jour pour vous le rendre la nuit, mais aussi à plus longue échelle, c'est-à-dire reprise l'été pour vous le rendre l'hiver. C'est ce qu'on appelle des batteries virtuelles qui fonctionnent à travers un simple jeu de comptabilité sur l'année. Cette alternative est à étudier sérieusement car elle me semble bien plus souple que la revente avec obligation d'achat. Mais là encore, réfléchissez bien. Vous connaissez le principe du tarif heure creuse, heure pleine. Pensez-vous que la France et les autres pays pourront fournir assez d'électricité en hiver, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour les chauffages et chaudières qui seront en majorité électriques? N'y aura-t-il pas une tarification été-hiver? Ne tardez donc pas trop à vous décider si vous trouvez une offre de batterie virtuelle avec un tarif à parité garanti sur 20 ans. Je vous laisse un lien au sujet de ces batteries en fin de vidéo. La solution à base de micro-onduleurs fonctionne très bien techniquement et elle est facile à installer. Elle est relativement chère car plug and play, mais elle fonctionne dès qu'elle est branchée. Par contre, rentabiliser ce genre d'installation demande un travail quotidien afin d'adapter votre consommation à la présence de soleil. Je connais peu de gens qui ont cette patience. Au minimum, il vous faudra sérieusement adopter de nouvelles habitudes et adapter votre consommation aux heures d'ensoleillement. À l'opposé, si vous recherchez l'autonomie, un certain confort et la rentabilité, il faudra passer par un onduleur central en auto-installation. Je ne parlerai que brièvement de sécurité. Je rappellerai juste que tous les systèmes génèrent des tensions et des courants importants qui, évidemment, sont plus ou moins dangereux. Les kits plug and play présentent le même danger qu'une installation électrique domestique en ce qui concerne le 230 volts qui sort de sa prise électrique. Les systèmes à onduleurs hybrides avec stockage gèrent au moins deux réseaux supplémentaires. Un circuit en courant continu formé par la chaîne des panneaux solaires qui collecte l'énergie photovoltaïque et un deuxième, aussi en courant continu, qui correspond à la tension de la batterie de stockage. Le réseau le plus dangereux des trois est celui de la chaîne de panneaux solaires qui peut atteindre plusieurs centaines de volts, typiquement 500 volts environ pour les installations domestiques. La réalisation de cette chaîne de panneaux doit être particulièrement bien soignée avec des connecteurs de qualité afin d'éviter toute électrocution et tout échauffement exagéré. Un court-circuit est rarement source d'accident dans le sens où les fils formant une boucle, il est presque impossible qu'ils se touchent. Par contre, les connecteurs montés à la va-vite sont potentiellement source d'échauffement, de vieillissement prématuré, de baisse de rendement, voire d'incendie. Pour faire simple, les kits à base d'onduleurs hybrides sont potentiellement plus dangereux car ils gèrent plusieurs réseaux électriques, notamment la chaîne des panneaux photovoltaïques. Enfin, rappelons la notion de ventilation et de température maximale qui sont importantes avec un système complexe comme celui de droite composé de plusieurs éléments, notamment d'un convertisseur, d'une batterie et de son chargeur. Je vais quand même rajouter deux mots sur la sécurité des kits plug and play. Il y a quelques différences, notamment en termes de sécurité. N'importe quel électricien trouvera suspect d'injecter du courant dans une prise. Une prise, ça n'est pas fait pour ça. Bon, admettons que ce soit possible. Quelle puissance peut-on injecter dans la prise? Il n'y a pas de réponse absolue. Cela dépend d'une part de votre disposition à prendre des risques, cela dépend aussi de votre installation. Synology et les autres recommandent 4 panneaux maximum, soit 1600 watts maximum.
Personnellement, je ne suis pas disposé à prendre de risques, donc je n'injecterai pas de courant dans une prise. Mais admettons que je sois disposé à prendre ce risque. Supposons que la prise de courant en question fasse partie d'un circuit protégé par un interrupteur différentiel de 16 ampères, soit une puissance de 3680 watts. Je souhaite prendre un risque modéré et je n'irai pas au-delà d'un dixième de cette puissance, soit 368 watts. On va quand même arrondir à 400 watts, c'est-à-dire la puissance nominale d'un panneau. C'est donc le risque que je serai prêt à prendre. Avec 1600 watts, Sonology et les autres proposent de monter ce risque à 50%, soit la moitié de la puissance de l'interrupteur disjoncteur. Pourquoi pas? C'est vous qui voyez, il reste un peu de marge. Mais si votre interrupteur différentiel n'était que de 10 ampères, ce serait encore une autre histoire. En résumé, selon la puissance max que vous allez raccorder, votre interrupteur différentiel de 16 ampères dans cet exemple ne remplira pas pleinement sa fonction. Allons plus loin avec 3000 watts crête, ce qui est une hérésie. En apparence, cela fonctionnera, mais en électricité, il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Je signale que chez nos amis suisses, il est d'une part interdit de bricoler soi-même son électricité, et d'autre part, la puissance maximale des panneaux plug-and-play Almise est de 600 watts crête. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc si vous disposiez de 3000 watts crête injectés par une prise, vous trouveriez peu d'électriciens qui penseraient qu'il n'y a pas de risque avec une telle installation. Dans ce cas, le choix avisé est, selon moi, d'intervenir au niveau de l'armoire de distribution et d'y faire un câblage comme s'il y avait un deuxième Enedis, c'est-à-dire un deuxième fournisseur d'électricité. C'est d'ailleurs de cette façon que les systèmes à base d'onduleurs hybrides sont installés. Parlons à présent des compteurs. Ceux qui possèdent des panneaux solaires depuis longtemps le savent peut-être. Il est aussi possible d'injecter du courant alternatif dans le réseau depuis un point de livraison. Car contrairement au courant continu, le courant alternatif, ou plutôt son transport, peut fonctionner dans les deux sens. Pour fournir du courant, il suffit que la tension soit plus élevée d'un côté. Donc, pour injecter du courant vers le réseau, il suffit que vos onduleurs fournissent une tension légèrement supérieure au réseau public, soit par exemple 231 volts si le réseau est à 230 volts. En France, il est rigoureusement interdit d'injecter du courant dans le but de faire tourner un compteur à l'envers. C'était techniquement possible avec bon nombre de compteurs électromécaniques, mais maintenant on peut le dire, c'est devenu impossible avec les nouveaux compteurs Linky. Et si, au lieu de faire le buzz sur les pollutions électromagnétiques ou encore les facultés de vous espionner de ce fameux compteur, on vous avait rappelé que l'effacement partiel des factures était possible avec un simple kit photovoltaïque plug-and-play et un bon vieux compteur électromécanique, il y aurait eu beaucoup plus de réticence à laisser faire l'installation de Linky en France. En fait, le marché de ces kits plug-and-play aurait littéralement explosé, malgré l'interdiction formelle de faire tourner le compteur à l'envers. La France, et sûrement d'autres pays, seraient devenus des pays avec une électricité beaucoup plus verte, mais un peu plus anarchique aussi. Aujourd'hui, l'injection est autorisée, mais seulement si vous disposez d'un compteur intelligent. Et si le but avait été d'aider les foyers à réduire leur consommation, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth aurait peut-être été intégrée au Linky pour l'application smartphone et la commande à distance des gros consommateurs. Sinon, il y a au moins deux lignes alphanumériques et un bouton plus et moins, presque aussi bien qu'un Minitel. La réalité économique est donc prioritaire, et on peut noter entre autres que le prix de l'électricité ne semble pas être le résultat d'un marché ouvert à la concurrence, serait-elle verte. Aujourd'hui, non seulement le compteur Linky sait parfaitement compter dans les deux sens, mais en plus, il faut en installer un deuxième
pour monnayer son électricité auprès d'un opérateur, car il faut un deuxième abonnement et repayer des taxes d'utilisation du réseau Enedis. Je rappelle que vous payez une taxe dès que votre point de livraison fait appel à ce réseau Enedis, en entrée comme en sortie. Je vous invite à visionner la vidéo de Trouble-Fait si vous avez une petite envie de râler. Le lien sera en fin de vidéo. On voit bien la différence entre les paroles sur l'urgence climatique et les résultats de la politique. Les particuliers sont maintenant mis à contribution pour fournir de l'énergie gratuitement aux revendeurs d'électricité. En parallèle, le prix de vente du kilowattheure augmente. C'est donc un business qui profite à tout le monde. Les revendeurs d'électricité, les influenceurs qui recommandent les fabricants et leur kit plug and play, et bien sûr, les États qui collectent au passage plus de taxes. L'urgence climatique passe en second plan, ainsi que certains commerces, comme vos boulangers, qui baissent définitivement leurs rideaux. Les kits plug and play sont pensés pour ceux qui veulent avant tout produire de l'électricité solaire et qui ne connaissent pas grand-chose à la technique ni à la finance. Leur principal avantage est qu'ils se laissent installer facilement et rapidement, donc pas de prise de tête au début. Les petits modèles sont adaptés aux balcons des appartements avec une production de l'ordre du talon de consommation. Les plus grosses surfaces devraient en principe se limiter à des puissances de l'ordre de 1500 watts crête. Au-delà, cela devient vraiment déraisonnable de brancher une telle puissance sur une simple prise de courant. Ce n'est d'ailleurs plus du plug and play puisqu'il faut alors raccorder les panneaux solaires au niveau de l'armoire de distribution, avec les éléments de sécurité comparables à ceux existant au point de livraison. Et s'il n'est pas possible de faire une étude technique et un dimensionnement à l'avance, la solution à micro-onduleur est idéale car on peut rajouter ou retirer des panneaux à volonté, presque à l'infini. Pour les professionnels du solaire, cette option est ô combien pratique, car elle évite de stocker des dizaines de références de panneaux, d'onduleurs, de suiveurs MPPT, etc. On peut proposer les mêmes panneaux et les mêmes micro-onduleurs à tout le monde, d'où une très grande flexibilité sur tous les plans. Et si vous faites intervenir un installateur RGE en France, vous pourrez aussi souscrire un contrat avec obligation d'achat pour vendre votre surplus d'électricité qui sera ensuite revendu aux autres clients. Seuls les installateurs sérieux vous proposeront des installations à base d'onduleurs hybrides, afin de vous permettre d'utiliser une batterie dans un deuxième temps, si un jour vous vous lassez de donner ou de revendre votre électricité. Parlons maintenant des véhicules électriques. On le sait, il faudra faire avec. Réfléchissez un instant. Pour que la voiture électrique soit écologique, il faut qu'elle soit rechargée quand il y a du vent ou du soleil. Il serait donc logique de décharger la batterie, donc de circuler, plutôt la nuit. Aberrant, non? Sinon, il faudra utiliser vos véhicules électriques un jour sur deux, ou bien avoir un deuxième véhicule pendant que l'autre se recharge. On voit bien que la transition écologique ne va pas se faire sans agrandir la fracture sociale, bien au contraire. Même la France, qui était la championne du nucléaire, aura peut-être bien du mal à alimenter en 2035 un parc composé de ne serait-ce que 50% de véhicules électriques comme ceux que l'on fabrique aujourd'hui. Pire, nos pays voisins, n'ayant pas investi dans le nucléaire, seront très probablement obligés d'avoir recours aux énergies fossiles pour alimenter cet envahissant parc de véhicules électriques. Sauf si on passe tous à la trottinette, ou sauf si on achète en temps voulu, à la Chine par exemple, des centrales nucléaires de dernière génération. On n'aura probablement pas d'autre choix. Pour finir, et pour ceux qui auraient encore des doutes, je vous résume le fond de ma pensée. Il y aura deux types d'électricité, celle contrôlée par l'État et l'autre. L'énergie et l'électricité en particulier
est si fondamentale dans nos vies qu'elle devrait être disponible en abondance et à un prix à la portée de tous, que ce soit dans son logement ou pour les transports. On peut admettre que ce soit mécaniquement le cas aux États-Unis ou en Russie, des pays qui ont du pétrole et des centrales nucléaires. En France, c'était en partie vrai avec l'électricité nucléaire. Puis le gouvernement a décidé que l'électricité devait être rare et payante, comme pour le pétrole. Pire même, on voit bien qu'il y a une certaine pression pour faire passer tout le monde au compteur Linky. Dès lors, je me demande si les taxes sur les produits pétroliers ne seront pas reportées sur l'énergie électrique. Bon, en vérité, je ne me le demande plus vraiment. Et vous? Il y a donc deux voies qui s'offrent à vous, la voie rapide, facile et séduisante, et dépendante des fournisseurs, et la voie de la patience est celle où le quoi qu'il en coûte est la dernière des choses que l'on veut. On vit une époque où les politiques retournent la technologie contre les gens, alors qu'en fait la technologie est à la portée de tous, sous réserve de s'y intéresser un minimum. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous laisse quelques liens à visionner et je vous dis à bientôt.